Bonjour et merci de nous regarder dans Tête à Tête. Nous recevons pour cette émission le député national Willy Lukusakashala, député élu de la ville de Mbuji-Mayi sur la liste du parti politique Congo Espoir. Et avec lui, nous parlons de son activité parlementaire. Il est en vacances parlementaires au Kasaï oriental. Quels sont les problèmes qui lui sont soumis jusqu'ici par sa base et comment compte-t-il les amener auprès des instances décisionnelles au niveau de Kinshasa pour que des solutions idoines soient trouvées. Mais nous allons aussi parler politique dans cette émission parce que les députés nationaux, comme vous le savez, sortent d'une session extraordinaire, une session qui a connu notamment l'installation d'un bureau définitif que dirige actuellement Christophe Mbosso. Mais aussi, vous savez, à l'Assemblée nationale, toute cette activité politique avec la déchéance du bureau Mabunda et probablement d'ici le mois de mars, l'investiture d'un nouveau gouvernement. Mesdames, Messieurs, partout où vous nous regardez, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes en vacances parlementaires au Kasaï oriental. Comment vous allez ? Je vais bien. Effectivement, je suis en vacances parlementaires. Je suis arrivé il y a 3 jours. Vous êtes arrivé il y a 3 jours et vous avez eu quelques contacts avec votre base, avec la population de la ville de Mbuji-Mayi. Quelles ont été vos premières impressions en rencontrant cette base ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme c'est la première fois que je suis reçu dans cette émission, je tiens d'abord à saluer tous nos téléspectateurs et à travers eux, toute la population de la ville de Mbuji-Mayi. Juste après mon arrivée, déjà à l'aéroport de Mbuji-Mayi, de Bipembe, je constatais que non, Mbuji-Mayi, c'est une ville qui est en train de se perdre. J'ai lu sur les visages de presque toute la population la misère. Et en sortant, l'image que donne la ville de Mbuji-Mayi n'est pas bonne. Il y a une ville sans route. Parce que j'ai dû peiner, quittant l'aéroport de Mbuji-Mayi, jusqu'à là où je suis logé, je trouvais que non, la ville n'a pas de route. Et immédiatement, j'ai contacté la base, ma base, la petite base qui était venue m'accueillir, j'ai échangé avec elle. Mais la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne, pas de route, pas de courant, pas d'eau. Vous l'avez vu et vous l'avez entendu. Et vous avez aussi été reçu par le gouverneur de province, évidemment pour présenter les civilités. Mais est-ce qu'en dehors des civilités, toutes les formules des politesses, vous avez aussi évoqué tous ces problèmes que vous avez constatés au sein de la population ? Oui, effectivement, parce que je suis arrivé, c'était un peu tard le soir. Le lendemain matin, j'ai été allé payer mes civilités auprès du gouverneur de la province. Je l'ai vu, j'ai présenté mes civilités, non seulement avec lui, mais aussi avec le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, son Excellence Lazare Chimpinda, je l'ai vu. Et avec le gouverneur, nous avons parlé de l'insécurité d'abord. De l'insécurité, et parce que même avant que je n'arrive, il ne se fait pas passer 2 jours sans que vous puissiez apprendre l'enlèvement, un kidnapping. Et donc, nous avons parlé, nous avons échangé avec lui, nous avons échangé aussi avec le ministre de l'Intérieur. Je leur ai demandé de mettre tout le paquet pour calmer un peu cette insécurité, parce que nous avons besoin de cette population. La population qui est en train d'être tuée, qui est en train d'être massacrée, d'être kidnappée. Nous avons besoin de cette population, parce que c'est cette population qui nous a mandatés au niveau de l'Assemblée nationale et nous nous battons pour cette population. Mais si on est en train d'exterminer cette population, à quoi servir notre travail? J'ai échangé avec lui, je lui ai dit non, il faut d'abord calmer l'insécurité. Il a avancé ses raisons, mais j'ose croire, j'ai confiance en lui, qu'ils vont travailler pour calmer l'insécurité. S'agissant de l'eau et l'électricité, moi je dirais que c'est déjà un refrain ici chez nous au Kasaï oriental. L'eau et l'électricité, il n'y en a pas. Quoique c'est un refrain, comme représentant de la population,
Vous n'avez pas évoqué la question avec le gouverneur? On a évoqué la question. Il m'a dit que non, la situation va s'améliorer parce qu'il vient d'y avoir des changements à la tête de l'ENERCA. Oui, à la tête de l'ENERCA, il y a eu des changements et avec la nouvelle équipe, les choses peuvent aller de l'avant. Espérons. Je fais confiance aux autorités provinciales. Il n'y a pas de route. Vous avez dit que vous avez eu du mal à quitter l'aéroport de Mbuji-Mayi jusqu'à l'endroit où vous êtes logé. Cette question aussi ne nécessite pas qu'il y ait des changements à la tête. Arsène, je ne vous dis pas de route. Et là, je faillis même verser des larmes. Pour votre gouvernement, moi, je suis un natif de Mbuji-Mayi. Je suis né ici. Je suis né ici, à côté, à la maternité Bonzola. Je suis un fils Miba. Je grandis au camp Miba ici. Et quand je vis la Miba, la ville Miba, nous, à l'époque, quand on grandissait, on se disait que non, juste après les études, nous allons travailler à la Miba, nous serons des cadres à la Miba. Mais quand je vis la ville Miba d'abord, qui était une bonne petite ville, mais quand je vis l'état des routes, non, j'ai failli pleurer. Pas de route. Pas de route. Et cela aussi occasionne l'insécurité. Parce que la nuit, si vous appelez ceux qui peuvent vous sécuriser avant d'atteindre là où vous êtes, c'est tout un problème. Pas de route. Alors, ce sont des points que j'ai déjà enregistrés et ce sont des questions que je vais aussi ramener au niveau national pour voir avec le nouveau gouvernement qui va sortir, on va y revenir, voir avec le nouveau ministre des Infrastructures. Comment peut-on urbaniser la ville de Mbuji-Mayi? Pas de route. Continuons de parler de votre activité des vacances parlementaires. Vous avez été visiter l'Institut Modishi, Kalenda Modishi, l'école qui vous a formé. Vous avez certainement partagé la chaleur avec les jeunes élèves. Comment vous vous êtes senti de vous retrouver dans cet environnement dans lequel vous avez évolué durant toutes vos études secondaires? Oui, effectivement, hier, j'étais à l'Institut Modishi. L'Institut Modishi, comme je venais de vous dire que moi, je suis un natif d'ici. Après mes études primaires à l'AMIBA, j'ai été à Modishi. À Modishi, j'ai passé 6 ans, c'est-à-dire du premier CO à la 6e littéraire. Et c'est là où j'ai décroché mon diplôme. J'ai été obligé d'aller quand même visiter mon école parce que ça faisait beaucoup de temps. Je suis arrivé, le constat était aussi amer. Je n'ai pas reconnu Modishi. Modishi à l'époque, c'était parmi les meilleures et les bonnes écoles de la ville et de la province. Mais quand je vis, je trouvais un constat, c'était amer. Beaucoup d'élèves dans des salles de classe trop petites. Les élèves qui étudient même à sol, pas des bancs, pupitres suffisants. Les élèves qui étaient debout, des fois les élèves qui amènent une chaise de la maison pour venir suivre les cours. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je me suis dit non, Modishi, c'est parmi les meilleures écoles. Modishi a formé beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres, beaucoup de leaders et beaucoup de dirigeants politiques. Et je ne sais pas, pour votre information, même le président de la République, c'était un ressortissant de Modishi. Je me souviens, je crois qu'il était en 6e littéraire pendant que nous étions en 3e. Ce sont nos aînés. Alors quand je vis, je me suis dit non, je dois faire quelque chose. C'est ainsi que je fais un don des bancs pupitres. Pour soulager tant soit peu les élèves qui étudient dans des conditions quand même très compliquées. Alors, mais comment vous expliquez, à votre avis, cette détérioration de la situation? Parce que ne nous dites pas quand même que c'est la première fois que vous vous rendez compte que les choses sont si mauvaises. Comment vous l'expliquez? Bon, la détérioration, je vous dis, c'est l'état dans lequel se trouve la province. C'est la misère. C'est la misère. Mbuji-Mayi tournait autour de l'AMIBA. Mbuji-Mayi tournait autour du diamant. Aujourd'hui que l'AMIBA est par terre, la ville est aussi par terre.
Alors, vous vous souviendrez, lorsque l'AMIBA fonctionnait ou bien tournait encore bien, uniquement avec l'enveloppe salariale de l'AMIBA, c'était une masse d'argent qui était lancée dans la population. Et aujourd'hui, cette enveloppe salariale n'existe pas. Cette enveloppe salariale, parce que quand l'AMIBA payait régulièrement ses agents, l'agent pouvait soit aller au marché, s'acheter un sac de riz, et la maman qui vend les riz a eu quelque chose, elle aussi pouvait aller acheter du poisson, et voilà, l'argent circulait. Et aujourd'hui, cette masse salariale, uniquement l'enveloppe salariale, n'est pas là. Il y avait aussi l'enveloppe fournisseur, parce que toutes les entreprises ou bien les petites entreprises installées en Mbuji-Mayi étaient des fournisseurs de l'AMIBA. Je donne un exemple. C'est l'AMIBA qui avait un charroi automobile important ici en Mbuji-Mayi. Et quand l'AMIBA en carburant, voilà que non, le vendeur de carburant s'est retrouvé, la SONAS s'est retrouvée parce que l'AMIBA devrait assurer tous ses véhicules. Et la SONAS devait, l'AMIBA exporter la marchandise, je crois, l'OFIDA, contribution. Alors, toutes ces entreprises ou bien toutes ces boîtes qui tournent ou bien qui existent en Mbuji-Mayi, alors fonctionnaient aussi. Mais aujourd'hui, comme l'AMIBA ne fonctionne pas, et tout est au ralenti. Alors c'est ce qui explique, d'abord, c'est ce qui explique cette misère. Et parce que vous avez parlé de l'AMIBA, l'AMIBA faisant partie de la ville de Mbuji-Mayi du Kasaï oriental, qui est votre base électorale, qu'avez-vous fait? Parce que d'aucuns aujourd'hui ont l'impression que nos députés nationaux nous ont abandonnés. En tout cas, c'est une expression que je prends de plusieurs personnes avec lesquelles j'ai échangé avant cette émission. Ils pensent que les députés nationaux, du Kasaï oriental plus particulièrement, sont un peu distraits, si vous le permettez. Qu'est-ce que vous faites à Kinshasa, notamment pour faire le plaidoyer de l'AMIBA? Pour l'AMIBA, je vous dis, ce n'est pas une question de l'honorable Willy Lukusa seul, parce que là, dois vous dire la vérité. Tous les députés, le caucus de députés du Kasaï oriental, nous sommes en train de faire tout pour relancer cette société. Nous nous sommes dit que non, la question de l'AMIBA, ça devient une question collective. Et moi, le jour où je suis arrivé, la première personne que j'ai appelée au téléphone, c'est l'ADG de l'AMIBA. J'ai parlé avec lui au téléphone. Il devait me recevoir le lendemain. Il m'a même dit que non, honorable, le samedi, je dois te recevoir. Mais malheureusement, le samedi, on devrait enterrer un ancien directeur de l'AMIBA. Et après l'enterrement, il est directement parti à Kinshasa. Il m'a promis qu'il va rentrer le jeudi ou vendredi. Et dès qu'il sera là, je veux le rencontrer pour qu'on parle de la situation de l'AMIBA. Mais à ce qui concerne nous les députés, à Kinshasa, nous avons vu presque tout le monde. J'ai été, moi, personnellement, dans la délégation et qui avait accompagné la délégation syndicale de l'AMIBA auprès du chef de l'État. J'étais dans la délégation avec la délégation syndicale de l'AMIBA. Nous avons rencontré le chef de l'État, nous avons échangé avec lui sur la question de l'AMIBA. C'est pour vous dire que non, les députés ne faisons rien. Nous avons échangé avec le président de la République, son Excellence Félix Antoine. Nous avons vu le ministre des Mines. Là, c'était le caucus. Et je crois, à l'occasion, le président du caucus, le député du Kasaï oriental, avait fait même une déclaration. Et là, c'était tous les députés du Kasaï oriental, pas des Mbuji-Mayi. Oui, vous y compris. Moi y compris. Je fais partie du caucus, j'étais là. Et je vous informe, je suis le rapporteur du caucus des députés du Kasaï oriental. Et donc, vous êtes les mieux placés pour nous parler justement de toutes ces activités que vous avez menées, notamment pour obtenir la relance de l'AMIBA. Et de toutes ces rencontres, de tous ces plaidoyers, qu'est-ce que vous avez obtenu finalement? Je crois qu'on a retenu quelque chose. Il y a une enveloppe, le montant peut m'échapper, une enveloppe qui a été remise à l'AMIBA. Nous savons que l'AMIBA a eu 5 millions
tout dernièrement, de la part du gouvernement de la République, il y a une promesse de 40 millions qui est en tout cas, qui va être décaissée, selon les dernières informations en notre possession. Est-ce qu'à part ça, il y a autre chose au sujet de l'AMIBA que vous avez entendu auprès des autorités que vous avez rencontrées? Oui, je peux vous dire que non. Pour répondre à la question de ceux qui disent que non, les députés n'ont rien fait pour l'AMIBA. Alors, dans cette enveloppe, il y a une part importante de la délégation du caucus des députés du Kassai oriental. Nous avons fait le lobbying, nous avons toqué partout pour avoir cette enveloppe. Et même avant que cette enveloppe soit remise, nous, députés, nous étions déjà informés. Même le jour de non, voilà, on va remettre une enveloppe à l'AMIBA. Nous sommes en train de faire tout pour que l'AMIBA puisse se relancer. Parce que si aujourd'hui l'AMIBA se relance, je crois qu'il y aura un peu de soulagement pour la ville de Mbuji-Mayi et la province du Kassai oriental. Et en dehors de l'AMIBA, à Kinshasa, que faites-vous spécifiquement pour la province du Kassai oriental? C'est vrai que vous êtes député national, vous devez légiférer et contrôler le gouvernement de la République, mais vous avez quand même une base électorale. Lorsque nous regardons vos séances plénières à la télévision, on se rend compte que vos collègues d'autres provinces prennent parfois parole, notamment ceux de l'Est, pour poser des questions, initier des démarches spécifiques concernant leur région. Des questions d'actualité, des interpellations, même en commission. Mais vous, du Kassai oriental, parce que nous n'avons pas que l'AMIBA comme problème. En attendant que l'AMIBA soit relevée, il y a toute cette misère que vous avez constatée, que vous connaissez, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est une bonne question. Le travail du parlementaire ne se résume pas seulement dans des plénières. Et le gros du travail, c'est dans des commissions. Nous interpellons presque chaque jour dans nos commissions. Nous interpellons presque chaque jour. Et vous êtes dans quelle commission? Moi, personnellement, je suis dans la commission, le COFIN, économique, financier. Oui. Une commission hautement stratégique. Oui, ça, je suis dans le COFIN. Il y a aussi le problème de la SNEL. Nous avons, le ministre de l'Énergie a été interpellé en commission. Nous avons vu le ministre de l'Énergie, il a été interpellé, nous avons échangé avec lui. Et il y avait même un projet, c'est encore un projet pour alimenter la ville, même parce que la procédure était tellement longue, mais nous nous sommes dit non, même avec l'énergie solaire, on peut alimenter la ville. Et le projet est en cours. Justement, nous savons que le projet est en cours et que c'est en partenariat avec les Égyptiens, les FPI, qu'il y aura une centrale solaire. Alors, vous êtes au Kassai oriental, vous êtes en train de connaître les problèmes de votre base. Et dites-nous un peu, c'est une question strictement pédagogique. Comme député national, lorsque vous venez en vacances parlementaires, vous rencontrez votre base, vous récoltez ces problèmes. Lorsque vous arrivez à Kinshasa, qu'est-ce que vous en faites? Oui. Lorsque nous avons récolté tous les problèmes posés par la population ou bien par la base, nous arrivons à Kinshasa. Dans 15 jours, juste dans 15 jours après l'ouverture de la session, nous devons déposer le rapport de vacances au bureau du premier vice-président. On dépose, chaque député est obligé de déposer le rapport de vacances parlementaires. Et il y a maintenant une commission de suivi de rapport. Ça, c'est ce qui est fait d'une manière générale. Maintenant, en particulier, chaque député, ou soit individuellement ou en caucus, peut maintenant initier le démarche pour obtenir des solutions aux problèmes posés par la base. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Et donc vous avez déposé le rapport, vous êtes 500 au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que si tous les députés sont corrects, il y a au début de chaque session 500 rapports parlementaires. Si nous considérons que tous font le travail pour lequel ils ont été élus. Et que si votre rapport, si vous vous rendez compte que les problèmes que vous avez soumis ne sont pas traités ou ne sont pas alignés parmi les priorités, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ce que je venais de dire, que non, ça ne se limite pas seulement au dépôt du rapport de vacances parlementaires. Chaque député peut commencer individuellement, initier maintenant ses contacts.
ces contacts pour trouver des solutions aux problèmes posés. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, je vais partir. Bon, aujourd'hui, je vais partir avec mon rapport. Alors, parce que je n'ai pas encore terminé, je continue de visiter les bases. Mais lorsque je vais arriver, je dépose mon rapport. Mais il y a des questions que je vais commencer individuellement, donc chercher les concernés individuellement. Chaque ministre concerné individuellement, s'il s'agit des ministres, ou chaque mandataire d'une entreprise publique concernée. Et là, je vais maintenant commencer à prendre des contacts personnels pour trouver des solutions aux problèmes posés par la base. Et même rencontrer le chef de l'État pour revenir à ma visite de Moudichi. Alors j'ai promis que non, parce que le président de la République est aussi ressortissant de Moudichi. Il y a des fois que nous nous retrouvons dans un cadre privé, les ressortissants de Moudichi. Alors, mais j'ai promis aux élèves et aux préfets de Moudichi que non, là c'est d'une manière individuelle que je vais aussi les rencontrer pour qu'ils puissent faire aussi quelque chose pour son école, parce qu'il a étudié dans cette école, et ça c'est individuel. Alors, je vais aller le rencontrer, discuter avec lui, lui demander qu'il puisse aussi faire quelque chose pour son école. De même, les autres problèmes qui me sont déjà posés ou qui me seront posés parce que je n'ai pas encore fini les vacances, en déposant les rapports, je vais commencer à voir le ministre concerné. Au Kasaï oriental, tout à l'heure au début de l'émission, vous avez vous-même peint le tableau. Il est connu, toute la République sait qu'il y a de la misère ici. Les gens vivent très mal au Kasaï oriental. Mais le gouverneur de province s'est souvent plaint de la modicité des moyens à sa disposition pour trouver des solutions dans tel ou tel autre domaine. Mais ces moyens viennent aussi notamment de la rétrocession. C'est vous qui êtes à Kinshasa, c'est vous l'autorité budgétaire. Dans chaque loi des finances que vous votez, vous allouez des fonds pour les investissements, notamment dans les provinces. La rétrocession ne vient presque pas, ou elle vient très rarement. Les budgets d'investissement non plus. Et vous ne dites rien. C'est là que je reviens à la plainte de plusieurs personnes au Kasaï oriental qui considèrent que nos politiciens nous ont finalement abandonnés. Qu'est-ce que vous faites, notamment pour cette question des rétrocessions? Pourquoi vous n'interpellez pas le gouvernement pour que l'argent qui doit revenir aux provinces le soit effectivement, pour que le développement parte de la base? Je vais répondre à cette question avec beaucoup de réserve. Parce que nous avons interpellé beaucoup de gens sur la rétrocession, surtout de la province du Kasaï oriental. L'un des ministres ou bien l'un des responsables du gouvernement nous a dit que non, s'agissant de Kasaï oriental, c'est la province qui était bien servie par rapport aux autres provinces en matière de rétrocession. C'est pourquoi je dis, mais je n'ai pas de données fiables. Je n'ai pas de données fiables, parce que c'est ce que lui nous avait répondu. Mais je n'ai pas de données, même quand j'ai vu le gouverneur, mais cette question n'était pas posée. Mais il faut, comme vous le dites, il faut que je voie effectivement qu'est-ce qui avait été rétrocédé l'année qui vient de s'achever. Alors, à vous de faire le suivi depuis Kinshasa, parce que ce que nous entendons ici, très souvent en tout cas, c'est que ce qu'avait dit l'autorité, ses collaborateurs, ce qu'ils nous disent pour justifier plus ou moins le fait qu'il n'y ait pas de grands travaux qui sont entrepris, parce qu'il n'y a pas de moyens, la rétrocession vient très rarement ou quasiment jamais. Oui, mais c'est ce que je disais que non. L'un des responsables nous avait dit que parmi les provinces qui sont mieux servies en matière de rétrocession, c'était les Kasaï oriental. Mais aujourd'hui, là, je n'ai pas. C'est pourquoi je réponds avec beaucoup de réserve. Mais qu'à cela ne tienne, parce qu'aujourd'hui, nous attendons un gouvernement responsable. J'ose croire maintenant, avec un gouvernement responsable qui sortira d'un moment à l'autre, j'ose croire que les choses vont aller mieux. Et voilà qui nous permet de parler politique. Monsieur le député national, je vais vous présenter tout à l'heure comme député élu sur la liste du parti politique Congo Espoir, du ministre de la Recherche scientifique, Maître José Mpanda, un parti politique qui était dans le Front commun pour le Congo. Et vous faites partie des premières formations politiques qui ont basculé vers l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Quel a été l'élément déclencheur de votre basculement? Merci beaucoup,
monsieur le journaliste. Ça, c'est politique. Oui, je crois, moi qui vous parle, je suis parmi les pionniers de l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des catégories. Il y a les pionniers de l'Union sacrée et les adhérents, les gens qui viennent s'adhérer à l'Union sacrée. Mais nous avons combattu pour que l'Union sacrée soit debout aujourd'hui. Tout est parti. Ça, il faut que je vous dise. Tout est parti de mécontentement. De la part de nous, députés, et surtout des députés du FCC. Parce que les députés du FCC, pas les députés cash, les députés du FCC. La façon dont l'honorable présidente Jeannine Mabunda gérait l'Assemblée nationale, alors, il y avait beaucoup de petits problèmes. Et ces mécontentements-là nous ont conduit à nous... Des problèmes d'ordre financier? Beaucoup, de tout ordre. Bien de problèmes concernant le bien-être de la population. Parce que là, l'alliance est très importante. Oh, oui, j'ai dit... Le contentement était du fait que Jeannine Mabunda ne vous servait pas correctement ou elle ne faisait pas son travail dans le sens à répondre aux attentes de la population. Je dis de tous ordres. De tous ordres. De tous ordres. Même aux attentes de la population. Et je veux prendre, par exemple, je prends un titre exemplatif. Le président de la République nomme le nouveau magistrat à la Cour constitutionnelle. Dans une réunion du Conseil des ministres, il demande qu'on puisse organiser la cérémonie de prestation de serment. Et la cérémonie devait se passer au Palais du Peuple. La présidente de l'Assemblée nationale saisit, il prend une décision. Il dit non, bon, pour boycotter la cérémonie. Et sans vous consulter? Sans nous consulter. Sans nous consulter. Je dis non. C'était une décision. La conférence des présidents. C'était une décision importante qui devrait être prise à la plénière. Une décision qui engageait l'Assemblée et qui la mettait probablement en conflit avec le gouvernement. Voilà. Je dis ça à titre exemplatif. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, bon, elle prend cette décision comme ça, et bon, non, nous ne sommes pas concernés. Et cette décision-là va engager tous les députés. Alors, c'est pourquoi je disais, il y a eu beaucoup de petits problèmes. Nous nous sommes dit, non, nous devons faire partir le bureau que dirigeait la présidente Mabunda. Et nous avons déclenché le mouvement. Et au début, ça il faut que je vous dise, et au début, personne ne pouvait croire qu'on allait arriver là où nous sommes. Et là, vous étiez parmi les premiers qui ont enclenché le processus. Et quand on l'a déclenché, et même nos collègues députés de l'UDPS se disaient non, mais ils ont la majorité, est-ce qu'ils vont faire tomber? C'est par après qu'ils se sont dit non, voilà, la chose est sérieuse, et ils sont venus, nous avons fait tomber le bureau Mabunda. Et quand nous avons fait tomber, je crois, vous l'avez suivi, même le président de la République nous a dit non, vous êtes les héros, vous qui êtes venus du FCC, et que personne ne puisse vous traiter de tous les mots, parce que vous êtes les héros. Il a dit non. Un député de l'UDPS, qu'est-ce qu'il a fait pour adhérer à l'Union sacrée? Il n'a rien fait. Mais nous avons... De facto, il est de facto. Mais nous, permettez que je vous dise, parce que... la population doit le savoir. Mais nous avons suivi des contraintes, des pressions, des intimidations de tout ordre. Il semble même que certains étaient menacés. Effectivement, moi j'ai été menacé. Moi j'ai passé 2 jours en dehors de chez moi. En clandestin. Et personne ne savait là où j'ai passé. Tout juste parce qu'on voulait que je puisse retirer ma signature sur la pétition. Tout juste parce qu'on m'a demandé, on m'a forcé de signer une motion de soutien à l'honorable Jeannine Mabunda. J'ai refusé, je dis non, je ne peux pas signer la motion de soutien. Parce que je ne la soutiens pas. Je ne la soutiens pas, on a ma conscience. Et ça nous a créé... Ce n'était pas parce que vous aviez reçu 7 000 $. Non, ça c'est... Nous en avons entendu parler. Et le Front commun pour le Congo a décrié
une machine. Non, mon frère, 7 000 $, 10 000. Ceux qui, comme vous avez dit que vous êtes parmi les pionniers, je suppose que vous gardiez la mallette de l'argent. Non, 7 000 $, ça, bon, c'est ce que nous apprenons. Mais je vous dis une chose. Si c'était pour l'argent, on devrait avoir l'argent du côté des FCC. Là, il y avait des promesses d'argent. Là, il y avait des promesses d'argent. C'est là où il y avait des promesses d'argent. Signer le soutien, vous recevez quelque chose. Mais nous avons refusé. Nous nous sommes dit que non. Non, nous devons voir l'intérêt de la population. Ce n'est pas question d'argent. Non, nous en avons marre. On s'est dit non, aujourd'hui, il faut que la population gagne. Parce que nous faisons la politique, c'est pour le compte de la population. Ce n'était pas une question d'argent. Parce que c'est à l'FCC là où il y avait de l'argent. Signer une motion de soutien, retirer votre signature. Bon, nous avons refusé, nous avons pris les risques. Pas les risques, mais oui, les risques, mais pourvu qu'on puisse avoir le résultat escompté. Et vous faites tomber le bureau Mabunda avec tous les membres FCC qu'il y avait dans ce bureau. Vous mettez en place un nouveau bureau. Vous faites tomber le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba par une motion qui a récolté plus de 300 signatures. Et en ce moment, vous faites comment pour convaincre d'autres collègues à vous rejoindre? D'abord, pour parler de pionniers, lorsque on avait déjà récolté les signatures pour faire tomber le bureau Mabunda. Je crois que nous étions déjà 251 députés. Et la chose a pris de l'ampleur. Nous aussi, à un certain moment, on n'y croyait pas. Parce que les jours, c'était en direct, les jours de vote, nous avons vu. Et c'est pour la première fois depuis que moi je suis à l'hémicycle, d'assister à une plénière avec autant de députés. Presque tous étaient là. Presque tous. Et là, on se disait non. Est-ce que le bureau Mabunda va tomber? Mais comme on avait la foi, et je crois que c'était passé à la télévision. C'était en direct. C'était en direct. Nous avons vu en train d'haranguer vos collègues pro-Union Sacrée. Oh, ouais. Alors, pour faire tomber le bureau Mabunda. En ce moment-là, vous étiez en train de vous dire, et si certains nous trahissaient? Aussi certains nous trahissaient, le retour de la manivelle. Parce que vous m'avez vu, je crois, non, lorsque le bureau est tombé, j'étais très content, parce que... C'était quoi le sentiment? Non, pas délivrance? Des délivrances. Je me disais, non, wow, le peuple a gagné, moi y compris, parce que je suis aussi dans le peuple, là, y compris, non, j'ai gagné. Parce que je me disais, non, si le bureau Mabunda ne tombait pas, parce qu'il y avait déjà beaucoup de menaces à l'endroit de députés FCC qui étaient allés à l'Union Sacrée. Nous avons fait tomber le bureau Mabunda, Dieu merci. Et là maintenant, nous avons eu beaucoup d'adhérents. Ceux qui hésitaient ont compris que le vent était sérieux. Il fallait le rejoindre. Et beaucoup d'amis nous ont rejoints. Et c'est une bonne chose. C'était à coup de promesses de postes ministériels? Non. Bon, je ne sais pas. L'adhésion à l'Union Sacrée, l'adhésion est libre. Mais chacun peut avoir son agenda caché, je ne sais pas. Mais moi, je sais que non. Les gens qui viennent aujourd'hui à l'Union Sacrée, ils ont vu le vent, ils se sont dit non, que les choses doivent changer. Bon, s'il y a des politiciens qui viennent pour avoir des postes ministériels, je ne sais pas. Mais nous, moi personnellement, ce n'est pas pour avoir un poste ministériel. Moi, je me dis, c'est la victoire du peuple. Je me dis aujourd'hui que non, je fais mon travail. Aujourd'hui, je suis fier de moi-même parce que c'est un mandat. Demain, le mandat va se terminer. Mais je dirais au moins que non, j'ai fait un travail parce que mon nom est resté inscrit parmi les héros de ce pays. Parce que le président lui-même nous a dit, non, vous êtes les héros, vous les 250. Et quand on parle des héros, un président de la République qui vous dit que non, vous là, vous êtes les héros et mon nom est parmi les héros. Bon, je me dis non, pour moi, c'est déjà une satisfaction. La satisfaction parce que les problèmes de la population ont trouvé des solutions ou parce que le président Tshisekedi a démantelé la Kabylie? Quel est le rapport entre le démantèlement du système kabyliste
et le bien-être de la population. Qu'est-ce que nous, on gagne dans tout ça? Ce que la population va gagner, parce que la population a décrié la manière de gérer le pays par le système Kabylie. Et aujourd'hui que ce système-là est démantelé, déboulonné, aujourd'hui, nous allons mettre en place un nouveau système. Et c'est ça maintenant, un nouveau système, parce que vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, le président de la République, qui a maintenant la gestion effective du pays entre ses mains, avec un nouveau gouvernement qui va sortir, nous osons croire que non, aujourd'hui, que les choses vont changer. Parce que avant, il n'en avait pas. Bon, mais avant, il y avait beaucoup de problèmes. Parce que nous avons co-gérer le pays. Oui. Là, il était en coalition. Il était en coalition et nous avons vu que non, la coalition. Il est le seul maître à bord. Il est le seul maître à bord. On peut se dire qu'il n'y aura plus d'excuses. Parce qu'avant, l'excuse, c'était que vous, du FCC, vous bloquez l'action du président de la République. Oui. Ça, c'était avant. Avant, c'était que non, il y a blocage quelque part. Mais aujourd'hui, j'ose croire que non, il n'y aura pas de blocage. Parce que tous, pas tous, mais le gouvernement qui va sortir, c'est un gouvernement de l'Union sacrée. Le bureau de l'Assemblée nationale, un bureau de l'Union sacrée. Hier, le bureau du Sénat, un bureau de l'Union sacrée. Le gouvernement qui va sortir, un gouvernement de l'Union sacrée. J'ose croire qu'il n'y aura pas de blocage. Et c'est là que je dis non, maintenant, le peuple maintenant va gagner. Parce que le président de la République, le peuple d'abord. Et aujourd'hui, il faut qu'il mette maintenant en place ce slogan, le peuple d'abord. C'est pourquoi je dis non, c'est déjà un motif pour moi. C'est déjà un motif de satisfaction. Parce que j'ose croire que les choses vont marcher. Certains observateurs craignent que l'Union sacrée de la nation connaisse l'éclatement un jour comme le FCC à cause de frustration, à cause de mécontentements liés à la non-satisfaction des ambitions politiques. Parce que, ne nous dites pas quand même que ceux qui viennent à l'Union sacrée n'ont pas besoin d'avoir des postes ministériels. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que la structure de l'Union sacrée est bien solide autour de l'idéologie même du président de la République, ou bien c'est des courants politiques différents qui sont autour des ambitions ministérielles? Bon, comme je venais de vous dire que non, chaque adhérent a un agenda. S'il y a des gens qui viennent pour des postes ministériels, il y en a. Mais nous ne pouvons pas, ou bien l'Union sacrée ne peut pas satisfaire tout le monde. L'Union sacrée ne peut pas faire ça, parce que le gouvernement qui va sortir peut-être de 40 personnes, 45 personnes ou 30. Mais alors, il y a combien de politiciens, il y a combien de présidents de partis politiques? Aux politiciens de comprendre que non, nous n'aurons que 30, 40 postes ministériels. Et ce n'est pas tout le monde qui doit être. Il n'est pas dit que pour servir son pays, il faut être seulement ministre. On peut servir son pays en étant aussi quelque part. Alors, je vais demander, ça c'est une demande que je suis en train de faire à mes collègues politiciens, que non, oui, il y aura des mécontents. Les mécontentements, il y en aura, mais nous devons savoir gérer tout ça. L'Union sacrée va savoir gérer. L'Union sacrée, nous sommes encore au début. D'abord, l'Union sacrée, c'est encore une idéologie. Alors, nous voulons consolider ça. Nous voulons consolider ça. Et j'ose croire que avec à la tête du pays le président comme Félix, j'ose croire que même s'il y aura des mécontentements, nous saurons gérer tout le monde. Vous lui faites confiance, le président Félix Tshisekedi? Pourtant, les opposants estiment qu'il n'a pas les compétences requises pour diriger le pays, en présentant notamment le bilan de ces 2 ans qu'il trouve largement négatif. Pourquoi vous lui faites confiance? Parce qu'il est votre frère du Kasaï? Mais c'est notre frère du Kasaï, mais moi j'étais au FCC. Mais je vous dis, moi j'ai confiance en lui. Vous dites les opposants, ce sont les opposants. Les opposants ne peuvent pas me voir du bien dans le chef du président Félix. Ils ne peuvent pas avoir du bien dans le chef du président Félix. Mais moi j'ai confiance en lui. Mais honnêtement, tout à fait, honnêtement sur les 2 années, est-ce que vous avez l'impression que le pays a quand même posé les jalons pour décoller? Les 2 années, monsieur le journaliste, le chef du gouvernement était du FCC. Le chef du gouvernement était du FCC.
le président de l'Assemblée nationale était du FCC. Mais pourquoi maintenant mettre tout ça... Celui du Sénat aussi. Du Sénat aussi. Mais pourquoi mettre tout ça sur le dos de Félix Etienne Tshisekedi? Parce que c'est lui le président, c'est lui qui donne l'impulsion. Mais c'est ça. Mais c'est pourquoi nous avons dit le 2. Bon, parce que nous étions dans une coalition. Une coalition et nous avons co-dirigé. Alors il ne faut pas seulement mettre sur le dos de Félix. Jugeons le président Tshisekedi maintenant. Moi, je dis que non, parce que lui-même l'a dit, presque dans toutes les langues, qu'il s'allume bande. Donc, le travail commence aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, messieurs les journalistes, commençons maintenant à juger le président Tshisekedi. Si au bout de 2 ans ou bien d'une année, et nous trouvons que non, son bilan n'est pas positif, nous vous le dirons ouvertement. Moi, personnellement, je vous dirai ouvertement que non, son bilan n'est pas positif. Parce que moi, je fais la politique pour l'intérêt du peuple. Et si je trouve que non, le président Tshisekedi n'a pas bien géré son bilan est négatif, je viendrai encore ici et vous dire que non, son bilan est négatif. Mais pour le moment, en tout cas, voyons-les en action. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, notamment lors des réunions importantes dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation. Est-ce que vous avez trouvé en lui quelqu'un qui a la volonté de faire bien les choses? Oui. Le président Félix, effectivement, je l'ai rencontré plus d'une fois. Mais j'ai trouvé en lui que non, c'est l'homme qu'il fallait pour le moment. Il a la volonté de faire du bien. Je vous donne un exemple. Nous sommes allés une fois le rencontrer et c'était pour parler de l'AMIBA. On a parlé avec lui de l'AMIBA. Mais écoute sa réponse. Il nous a dit, mais je vais bien. Vous êtes venu me voir. Moi, je ne vois pas seulement l'AMIBA. Moi, je vois le Grand Kasaï. Ouais. Et ça nous a interpellés parce que nous étions partis pour Mbujimaï. Mais il nous a dit non, moi, je vois le Grand Kasaï. Nous dit non, voilà, Mbujimaï. Oui, moi, je dors et je me réveille avec le problème du Grand Kasaï. En dehors de tous les autres problèmes. En dehors de tous les autres problèmes que vous pouvez voir, je vois le Grand Kasaï. Donc le Kasaï, l'ancien Kasaï oriental et l'ancien Kasaï occidental. C'est ce que moi je vois. Alors, c'est pour faire voir que non, il a une vision. Mais cette vision qui était bloquée et étouffée par le système qui était en place. Et comme le système-là est tombé, j'ose croire que les choses vont aller maintenant. Vous allez investir le gouvernement, vous personnellement, est-ce que vous allez voter pour le gouvernement Sama Lukonde? Mais le gouvernement n'est pas encore sorti. Nous attendons que le gouvernement... Justement, je pose la question. Je sais pourquoi je pose cette question. Non. Parce que le gouvernement n'est pas encore sorti. Je ne peux pas vous dire que je vais investir, parce qu'il faut d'abord que je vois... Vous attendez qu'il sorte pour savoir si vous êtes satisfait dans Congo Espoir ou pas? Non, je vous ai dit que ce n'est pas... Nous, dans Congo Espoir, nous ne faisons pas la politique pour des postes ministériels. Si vous n'avez pas de poste ministériel, est-ce que vous, députés de Congo Espoir, allez voter pour l'investiture du gouvernement? Oui, si le gouvernement, on voit que non, c'est un gouvernement responsable, nous allons voter. Sans poser aucune condition. C'est pourquoi je vous ai dit... Écoutez. C'est ça que je vous ai dit. Je vous ai dit non. On ne peut pas servir seulement son pays tout en étant au gouvernement. Si, moi je vous dis, si au Congo Espoir, nous n'avons pas un poste ministériel, cela n'est pas la fin du monde. On peut avoir d'autres postes. On peut aussi servir le pays tout en étant quelque part. Ce n'est pas seulement au gouvernement. Tout en étant aussi servi. Si vous ne l'êtes pas, oui. Vous avez dit tout à l'heure que si le gouvernement est responsable, vous allez voter pour son investiture. C'est quoi un gouvernement responsable? C'est lui où vous avez un ministre? Non, un gouvernement. Nous allons voir, parce que nous devons voir l'équipe gouvernementale. Si on trouve que non, l'équipe gouvernementale qui est là, bon, c'est une bonne équipe. C'est quoi une bonne équipe? Je pose encore la même question. Non, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin... Vous attendez que cette équipe gouvernementale soit constituée de qui et comment? Non, nous n'avons pas de préférence. C'est pourquoi je dis que non, c'est une question... il faut que le gouvernement sorte d'abord, que nous voyons le gouvernement. Parce que est-ce que vous allez investir? Mais je vais investir un gouvernement qui n'est pas encore sorti.
C'est pourquoi j'ai dit non. Il y a des options que vous levez au niveau de vos partis politiques. Non, non, nous n'avons pas écouté. Non, je vous dis une chose. Lorsque le Premier ministre a débuté ses consultations, nous sommes de l'ADRP, le regroupement ADRP. Je crois que la quatrième force de l'Union sacrée. Nous avons été invités, nous avons vu le Premier ministre. Nous avons vu le Premier ministre, nous avons échangé avec lui sur le gouvernement. Mais répondre déjà que non, nous allons investir, nous attendons le gouvernement. Mais je vous informe que notre regroupement sera servi et est servi. L'ADRP est servi. Pour preuve, nous avons le questeur adjoint au bureau de l'Assemblée nationale. Il est de votre regroupement? Il est de notre ADRP. D'accord. Nous retenons que vous serez servi. Alors pour terminer, la population du Kasaï oriental qui a suivi cet entretien a besoin de retenir quelque chose de vous. Vous allez rentrer à Kinshasa avec ces problèmes. À quoi doit-elle s'attendre? Oui, je demanderai moi à la population du Kasaï oriental d'être patient. Je suis encore là. Ce soir, je vais encore descendre rencontrer ma base. Et tous les problèmes que je suis en train de récolter, je vais les amener au niveau national. Et je leur promets que je toquerai à toutes les portes afin que les solutions soient trouvées. Monsieur le député, nous vous remercions. Moi également, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien dans Tête à Tête. Nous recevions Maître Willy Lukusa Kashala, député national, élu sur la liste de Congo Espoir, parti politique qui était dans le Front commun pour le Congo et qui fait partie aujourd'hui de l'Union sacrée de la nation. D'ailleurs, comme vous l'avez entendu, qui fait partie des formations politiques pionnières de ce courant politique du président Félix Tshisekedi. Nous vous disons merci de nous avoir regardés de partout. Au revoir.